Bonjour! Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog livresque. Alors, on est le samedi 16 novembre et oui, je suis en habit d'intérieur dans mon désormais célèbre gilet à capuchon, dont vous voyez seulement les petits cordons habituellement. Vous me retrouvez en ce samedi après-midi avec des microbes tout pleins. Donc, je ne sais pas trop à quoi va ressembler ma semaine en fonction de ça. J'ai quand même l'intention de lire, mais j'ai trop de possibilités en ce moment pour la capacité de mon cerveau à prendre une décision. Cela dit, j'ai quand même commencé un livre audio, donc, et j'ai commencé finalement le second tome de la série Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Ça m'a donné envie de lire parce que je pense que j'ai entendu Fluent Books dire que je sais pas si elle est rendue au tome 2 ou au tome 3, mais je sais qu'elle a commencé la lecture. Puis là, ça m'a fait penser que j'avais lu seulement le tome 1 de cette série-là et que j'avais quand même beaucoup apprécié. Et j'avais envie, en fait, de la poursuivre. Et ben voilà, donc j'y suis. Le Bureau des affaires occultes, je ne peux pas vous parler particulièrement du tome 2 parce que c'est vraiment une suite. Clairement, il y a des choses qui sont potentiellement liées à certains mystères du tome 1. Mais en gros, on va suivre Valentin Verne, qui est un homme un peu mystérieux, qui s'y connaît beaucoup en sciences, qui avait l'intention d'en s'en aller en sciences, mais qui, dans le tome 1, va se passer beaucoup, beaucoup de choses et qui va rouvrir une grande brèche sur ce qui est son passé, qui est un passé, en fait, une enfance qui est très cabossée. Il a malheureusement rencontré un de ces monstres qui s'en prend à l'enfance. Et bref, ça l'a évidemment atteint. Et pendant longtemps, tout ça, ça a été dans l'oubli pour lui par réflexe, un peu de protection. Mais là, ça va revenir à l'avant-scène parce que éventuellement, il va perdre son père dans tout ça. Puis ça va sans doute avoir un lien un peu avec son passé, mais lui, tout le long, il ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis si ça a un lien ou pas. Bref, j'essaie de pas trop vous en dire pour pas vous divulgacher. Dans le tome 2, un personnage qu'on croyait potentiellement disparu dans le tome 1, visiblement, revient hanter Valentin Verne. Et tout en mettant un peu en danger sa voie un peu professionnelle, qui a pris une tangente plus spécifique, donc d'où le titre, Le Bureau des affaires occultes, sans trop vous en dire, vers la fin du tome 1. Donc, je ne vais pas trop donner de détails parce que ça va tout vous divulgacher, je suis désolée, mais bon. Et là-dedans, on est vraiment... c'est une série qui est singulière parce que c'est un genre de polar scientifique. C'est un peu rare, des polars scientifiques, mais ça se passe dans les années 1800, au début 1800, je pense que c'est 1831, le deuxième tome, je ne sais pas pour les autres ça se passe quand, mais on est vraiment à un moment où il y a beaucoup, ça bouge beaucoup dans le politique. Il y a encore la royauté, mais c'est comme plus ou moins il faut qu'il s'ouvre un peu aux autres possibilités. Puis, en fait, pas la royauté, parce que c'est une république. Bref, c'est écrit qu'il y avait le roi Louis-Philippe, donc je pense que oui, je suis juste ignorante de cette partie-là. Mais dans le fond, il y a vraiment beaucoup de jeux politiques et c'est une époque où la science commence vraiment à faire son entrée de façon plus visible et elle n'est pas très bien comprise des masses. Donc, c'est sûr que il y a en même temps que les sciences, il va y avoir les sciences occultes qui vont un peu surgir parce que les gens comprenant pas nécessairement toujours la science en tant que telle vont avoir l'impression que ce dont ils sont témoins, c'est nécessairement en lien avec de l'inexpliqué, donc plus de l'occulte. Donc, c'est vraiment une ère d'émergence de l'occulte, tout en étant une ère où il y a eu un essor de la science. Donc, c'est drôle que ça soit les deux se côtoient. Donc, on va suivre vraiment ça. Puis comme ce personnage principal-là, Valentin Verne, c'est un personnage qui incarne pas mal ça. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est un petit peu entraîné pour devenir scientifique. Mais en même temps, puis il est tout sauf candide. En même temps, il y a quand même quelque chose qui vient le hanter, qui est une personne. Mais en même temps, il y a le côté un peu, justement, hanté, malédiction. Puis la manière dont c'est articulé, c'est vraiment ce qui m'avait marqué au départ, c'est que c'est articulé vraiment avec un peu la manière, peut-être pas la manière d'écrire à l'époque, mais quand même, il y a des formulations, surtout dans les dialogues, on est vraiment dans le champ lexical de l'époque, le genre de, de vocabulaire plus spécifique ou des expressions vraiment typiques de cette ère historique-là qui vont être là. Donc, c'est sûr que attendez-vous pas à quelque chose de très moderne, mais je trouve ça cool qu'il ait quand même gardé jusqu'à cette caractéristique-là pour faire
cette série-là, Éric Foissé. Puis c'est d'époque sans être nécessairement hermétique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Valentin Verne, mais évidemment, c'est un homme qui essaie de trouver, qui est dans une quête dont le passé le hante et tout ça. Puis ça ressemble un peu à c'est un peu, je dirais, il y a un peu une parenté, disons, avec un Sherlock Holmes, mais c'est un homme d'enquête au long cours, pas nécessairement de courtes enquêtes. Puis, c'est pas nécessairement au départ quelqu'un qui se dirige vers le métier d'enquêteur. Euh, c'est juste que le contexte qu'il y a, puis les choses qu'il vit, puis que le destin va mettre sur sa route, vont faire en sorte qu'il va avoir envie d'en savoir plus. Puis comme il y a un esprit un peu plus scientifique, ben, il va avoir tendance à, voilà, avancer là-dedans. Donc, c'est ça pour ma lecture en cours. Et ben en fait, je l'ai dit, le Bureau des affaires occultes, tome 2, mais vous allez voir le sous-titre. Juste dans le sous-titre, c'est un peu divulgateur, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous mettre la vignette, mais voilà. Et puis sinon, ben, je sais vraiment pas ce que je vais lire. Je sais que j'ai quelques BD peut-être qui vont arriver bientôt à la bibli. Puis sinon, ben, ça va vraiment dépendre de mon état parce que j'ai comme la tête qui se fend en deux. Donc, évidemment, c'est une expression, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Donc, je vais surtout aller me reposer. Puis, ben, je vais vous reprendre quand j'aurai des petits trucs à vous confier côté livre. Allez, on se lance ça. Et bonjour! Alors, je vous prends super rapidement parce que j'ai pas sorti mon trépied parce que j'avais la flemme. Et ben parce que, en fait, vous savez, j'ai dit que j'avais commencé le tome 2 du Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier en audio samedi. Là, on est samedi, vendredi. Vendredi. Là, on est dimanche. Et j'ai pas envie d'y retourner. Donc, c'est pas que c'est mauvais, c'est tout à fait dans le même genre que le premier tome, mais j'ai l'impression, on dirait que j'ai comme peut-être pas envie qu'il y ait une suite à ça, parce que le tome est comme complet en soi. Puis c'est quand même, c'est comme dense, puis sombre, puis je pense que j'ai juste pas envie de lire ça en ce moment. Donc, c'est bizarre parce que j'avais peut-être lu encore, peut-être j'ai lu, je sais pas, le 5e du livre, mais ça me fait pas envie. Donc, comme je vous dis, ça n'a aucun rapport avec Éric Foissier, là. Ça me déçoit peut-être de pas poursuivre, mais j'avais envie de quelque chose quelque chose qui me fait envie, surtout dans le contexte actuel, vu ma face. J'espère que c'est moins pire aujourd'hui, mais vu que je combats les microbes en ce moment, je vais comme pas tant envie d'avoir un moment de quand j'arrive pour recommencer ma lecture. Donc, j'ai aucune idée de ce que je vais lire en ce moment. Je suis vraiment en tergiversation. J'ai passé quasiment 1 heure ce matin, essayer de trouver une lecture juste parce que j'allais faire mon jogging, puis absolument, je mets un livre audio, puis là, je savais pas quoi faire. Finalement, j'ai mis La Grande Librairie. Heureusement qu'il y avait un épisode qui était téléchargé en podcast pour moi. Mais bon, sinon, j'ai pas encore trouvé. Je pense que c'est juste parce qu'en plus, je suis fatiguée, puis je combats. Donc, mais en tout cas, je verrai ce que je vais lire. Je vous en reparlerai, mais je voulais juste vous dire que ça fait aussi partie. J'en parle rarement. Ça fait longtemps que j'ai pas abandonné un livre. Vraiment longtemps. Parce qu'habituellement, je choisis vraiment des livres qui me font envie. Puis là, je pense que j'avais envie de poursuivre la série, mais j'étais pas sûre d'avoir envie d'être dans l'état, puis l'ambiance, puis les émotions que ça fait sortir cette série-là. Donc finalement, c'était peut-être juste pas un bon choix, tout simplement. Alors voilà, c'est pas plus long que ça, je vais juste vous dire que, ben voilà, c'est cette lecture que je vous avais annoncée, malheureusement, c'est pas la lecture actuelle, donc ben, je vous reviens quand j'en sais plus. Allez, à bientôt! Et bonjour, alors on est lundi, le 18 novembre, et je vous reprends et j'ai toujours pas choisi ma lecture. Je pense que ça va être une semaine comme ça. Écoutez, je sais pas trop comment va se dérouler finalement le vlog si je lis pas, mais on verra bien. Donc, à défaut de vous parler d'une lecture en cours, je vais vous parler d'un livre que je suis allée chercher à la bibliothèque, en fait un roman graphique. Et juste après que je sois revenue à la maison, c'est une bibliothèque à laquelle je suis abonnée, mais qui n'est pas proche de chez moi, parce qu'on a une super belle sélection et tout. Mais quand je suis revenue à la maison, j'ai vu qu'il y avait aussi mes 2 autres réservations qui étaient un peu en attente dans les limbes, qui se sont finalement débloquées et sont arrivées. Mais bon, j'étais déjà rendue à la maison, puis c'est très loin pour moi à aller pour les chercher, donc je vais me contenter de celle-ci. Alors voilà, c'est donc Salon de beauté, une adaptation du roman de Mario Bellatin par Quentin Zution, et c'est chez Dupuis. Je sais pas si... Ouais, dans le fond, je sais pas si... La 4e de couverture dit pas grand-chose, mais je sais que j'en avais entendu parler particulièrement chez Laura's Readings, qui en avait parlé, qui avait dit que ça a été vraiment un coup de cœur. Et c'est vraiment, de ce que je comprends, un roman graphique en forme de longue allégorie.
qui aborde, entre autres, l'époque où, de ce que je comprends, le sida est apparu et l'impact que ça a eu particulièrement dans la communauté homosexuelle, d'avoir l'apparition de cette maladie-là qui était comme pas connue puis qui créait des manifestations. Puis en fait, on ne sait même pas encore si c'était létal et tout. Donc, ce que je comprends, c'est que ça semble aborder ça, mais sous des dehors complètement d'allégorie. Donc, ça se passe dans un salon de beauté. Et je sais que ça met en scène des poissons. Attendez, je vais la quatrième de couverture. Il est crevé, ton poisson. Il a les écailles toutes pâles. Il a dû tomber malade. Il a peut-être contaminé les autres. Il faut les jeter. Si c'est contagieux de toute façon, ils sont condamnés. Garde-les dans l'aquarium. Tu verras bien s'ils survivent. Oui, ça me rappelle quelque chose. Il me semble que le salon de beauté, dans le fond, va finir par être un genre de point de rencontre de tous les gens qui vont avoir cette espèce de maladie. Puis il me semble que c'est une maladie dans le roman graphique qui donne des écailles, donc d'où les poissons. Et ça devient une espèce de refuge, justement, de solidarité, de partage et tout. Donc, ça, c'est ce dont je me souviens, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais j'avais vraiment envie de le lire. Puis les visuels c'est super intéressant. Ben ça, c'est une des facettes qui est plus dans le clair-obscur. Et sinon, dans les couleurs, c'est très... J'essaie de voir parce que c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui évoque la sexualité. Donc, juste être sûr que je ne montre pas quelque chose qu'il ne faudrait pas. Bon, un peu comme ça ici, dans les verres et tout. Vraiment dans cette espèce de... excusez-moi pour la ring light, dans cette teinte-là ici de la couverture. Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu. Je vais peut-être essayer de le lire, mais j'ai vraiment tergiversé pour les lectures audio. J'ai eu envie, on dirait, d'écouter le tout nouveau opus de Mark Aldridge qui aborde en fait le personnage de Miss Marple dans les Agatha Christie, mais à travers toutes ses apparitions, à travers tout son espèce de passé tu. Donc, quand c'est un personnage, dans le fond, j'imagine qu'il y a une construction qui est faite par rapport à ce personnage-là dans la tête de l'auteur, de l'autrice dans ce cas-ci. Puis, en fait, toutes ses apparitions, puisque ça pourrait révéler sur elle. Mark Aldridge a déjà fait un livre comme ça sur Hercule Poirot. Et là, c'est sur Miss Marple. Puis Miss Marple, c'est vraiment un personnage favori dans les Agatha Christie. Alors, ça me tentait bien, c'est un essai littéraire. En fait, il appelle ça une biographie littéraire, je pense. Parce que c'est la biographie d'un personnage. En même temps, ça me tente super gros, mais j'ai comme peur des suppositions qui vont être faites. On dirait que j'aime ma Miss Marple, comment je l'ai perçue, moi, dans les livres. Donc, j'ai accès à un livre audio. Ce livre-là vient juste de paraître, en fait, en français ou en anglais. En anglais, pardon, au Québec. Mais je ne vais pas nécessairement lâcher parce que je ne sais pas si ça va me plaire ou pas. Donc, je l'avais trouvé en livre audio. Puis, je me disais pourquoi pas. Donc, OK. Puis sinon, qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu qu'il y avait... qu'est-ce que j'ai vu puis que j'ai mis? Je me souviens plus. J'avais essayé de voir... j'avais essayé de trouver la version audio du deuxième tome de la série des Cozy Christmas Mystery de... Karine Piteki. Donc, j'ai le livre qui est juste ici. Là. Et en fait, c'est que je me disais, je vais peut-être me lire au début du mois de décembre, mais je n'avais pas encore la version audio. Puis j'aime quand même bien quand je commence à lire le poursuivre dans mes transports. Et là, j'ai remarqué qu'il était apparu, mais il est en exclusivité sur Audible. Donc, Audible, et qui est possédé par le grand méchant A. Et j'ai quand même parfois des abonnements avec eux. En ce moment, mon abonnement est suspendu pour la plateforme Audible. Mais là, il est en exclusivité là. Fait que là, je me dis peut-être que je vais m'acheter juste un crédit pour pouvoir avoir accès à cela parce qu'il est vraiment nulle part ailleurs. Puis j'aimerais vraiment ça pouvoir l'écouter en plus de le lire en papier. Donc, j'ai tergiversé là-dessus. J'ai fait un peu de ménage dans la Bibli, mais c'est pas majeur, donc ça paraît peut-être pas. Mais pour moi, ça fait une différence. Je sais pas quoi lire. C'est rare, ça fait super longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais je sais vraiment pas, je suis comme bloquée. J'ai le cerveau en beurre d'arachide, bien entendu, mais comme vous savez, là, parce que genre, je suis encore en train de combattre les microbes, mais ça a l'air à se passer relativement bien. Je peux pas toucher le bois qui est en arrière, mais on va faire comme si je le touchais ici. Dans le sens où je pense que je suis comme en train de combattre complètement les microbes, mais
c'est pas magique. Comme à partir de la soirée, comme là, je recommence à genre être congestionnée, avoir mal au sinus et tout. Mais on va voir comment ça va se passer. Donc, c'est sûr que ça teinte un peu ma motivation à lire. Mais en même temps, puis aussi, bon, ben, vous savez, là, ben, je n'ai pas donné de détails, mais aussi parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi au niveau pro. Fait que c'est comme, j'ai pas nécessairement des semaines qui me demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que là, je sais pas trop comment je peux faire pour trouver de l'énergie pour lire. Mais puis je me dis, je vais lire qu'est-ce que c'est ce dont j'ai envie, mais je sais pas vraiment ce dont j'ai envie. Donc voilà où j'en suis. Ce sera une semaine, oh mon Dieu, alerte à la panne de lecture. J'espère que je vais en sortir, mais bon, je ne mettrai pas de pression. Si j'en sors, tant mieux. Puis sinon, ben, on essaiera de voir. Je vais sans doute avoir d'autres petits trucs peut-être que je vais pouvoir regarder avec vous, qui vont être en parallèle. Ça sera peut-être pas un vlog perdu, mais c'est la vie, hein, n'est-ce pas? Alors allez, à tout bientôt. Hey, coucou! Alors je vous prends, je viens juste de réaliser que j'ai découvert un album jeunesse, en fait, une nouveauté encore québécoise. En fait, au hasard des rayonnages, puis je l'ai lu, puis je trouvais ça super bon. Puis je voulais vous en parler, puis j'ai juste complètement oublié. Donc, d'où pourquoi en ce moment, je suis en mode smoking jacket, mais c'est pas vraiment ça. C'est comme en polar, et voilà. Mais c'est pas grave. Donc, me voici. Alors, le livre, c'est Une journée dans mon univers. C'est de Marjolaine Beauchamp et Virginie Heger. C'est publié chez Boomerang. Je vais vous mettre quelques petites pages, mais je ne vais pas trop en mettre parce que c'est quand même un album jeunesse. Écoutez, c'est super touchant. C'est l'histoire d'un enfant qui a la paralysie cérébrale et qui, dans le fond, doit évoluer différemment, doit absolument avoir de l'aide en tout temps, donc il ne peut pas fonctionner seul. Et il va nous parler de, ben justement, ses journées, ses matins, comment il voit les choses, comment il est capable de reconnaître le pas de chaque personne qui est dans la maison. Dans le fond, son père, sa mère, sa petite sœur, son autre tout petite sœur qui vient voir, qui essaie à leur façon, en fait, d'interagir avec lui. Puis pour eux autres, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette différence-là. Il y en a qui considèrent que c'est des rayons de soleil. Le papa est comme super créatif. Il a mis des étoiles au plafond pour que ce soit moins ennuyant. Sa maman est un petit peu plus à l'écoute, est capable de déterminer c'est quoi ses besoins, est capable de comprendre qu'est-ce qu'elle essaie de dire alors que c'est pas quelqu'un qui est verbal. Donc, c'est super intéressant, puis il nous fait vraiment passer par différents moments de la journée, mais toujours du point de vue on le voit un peu dans son lit. Des fois, on perçoit on voit vraiment qu'est-ce que lui voit, donc pas nécessairement de face, sauf je pense une fois qu'on l'a vraiment de profil, puis à ce moment-là, il est en fauteuil roulant. Mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment la vie au quotidien à hauteur de cet enfant-là et à quel point pour lui, c'est des petites choses super essentielles qui font vraiment la différence. Et puis, c'est pas non plus un livre qui édulcore, donc c'est un livre où des fois, il va quand même nous parler qu'il y a des matins où c'est plus difficile, les matins où la nuit était en morceaux parce qu'il a trop mal, parce que sa mère est restée avec lui, son père et sa mère se sont relayés. Puis le matin, à ce moment-là, ça arrive, il est toujours un peu plus découragé, toujours un peu émietté, mais il y a souvent sa petite sœur, sa sœur qui vient lui faire découvrir des choses, sa sœur qui essaie de lui faire toucher des différentes textures pour le stimuler et tout ça. Sa petite sœur qui comprend pas trop parce qu'elle est encore toute petite, mais qui vient lui porter son toutou en se disant que ben peut-être que ça peut aider. Puis même des réalités comme il parle quand même qu'il y a, je pense, un matin par semaine qu'il y a quelqu'un qui vient, dans le fond, à la maison en répit, qui vient comme le garder. Là, il parle aussi de cette personne-là. Puis après ça, on comprend qu'il y a un grand moment, un grand changement dans sa vie parce qu'il va voir quelqu'un, ils ont trouvé en fait une famille qui va le prendre pour une fin de semaine par mois, pour une fin de semaine de répit. Les deux autres, le restant de sa fratrie va aller chez des grands-parents, mais dans le fond, pour que les parents soient capables de se ressourcer. Puis ça aussi, c'est la réalité, puis c'est pas dit de façon dramatique, c'est dit de façon comme si autant pour lui, la vie qu'il vit avec le soutien de tout le monde, même si c'est pas toujours évident, pour lui, ça fait partie de la normalité. On dirait qu'il comprend bien que le répit, c'est nécessaire aussi, parce que les gens qui s'occupent de lui 24 heures sur 24. Puis en même temps, par contre, ben, ça reste un enfant, fait que c'est sûr que même s'il vieillit plus vite dans son âme peut-être que d'autres enfants parce qu'il est obligé d'accepter beaucoup de limitations, beaucoup de choses, mais en même temps de voir les choses aussi autrement, de voir l'essentiel. Donc, c'est pas toujours à ça qu'on s'arrête quand on est plus petit puis qu'on est plus, on a plus envie de bouger puis de découvrir des choses. Mais quand même, il y a quand même une espèce de crainte de la nouveauté. Donc, il va rencontrer les fameuses personnes. C'est deux femmes qui vont s'occuper de lui.
Puis, au début, il n'est pas sûr, puis tout ça. Puis finalement, on voit qu'il commence à découvrir, à avoir un lien avec cette personne-là pour être capable de leur faire confiance pour l'aider quand il va aller là pendant la fin de semaine. C'est vraiment beau. C'est vraiment... euh, bon, moi, personnellement, j'ai pas vécu cette réalité-là, mais dans ma famille, il y a quelqu'un qui est polyhandicapé, chaque personne qui vit avec un polyhandicap ou qui a une famille qui a un enfant polyhandicapé, évidemment, le vit différemment, a différentes réalités, va prendre des décisions qui sont différentes en fonction de leur contexte. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même juste effleuré, imaginé, entendu vaguement parler un peu de comment ça se passait. Puis j'ai l'impression que ce livre-là semble bien transmettre ça. Puis ce que je trouve intéressant, comme je vous dis, c'est que oui, c'est sûr qu'on en apprend sur cette réalité-là, mais on en apprend sur tout ce qui fait son univers à cet enfant-là. Donc, c'est un enfant d'abord, c'est pas une maladie en premier. C'est un enfant qui nous décrit comment il voit sa vie, puis ses matins, puis qui nous parle des membres de sa famille, puis de comment il arrive à les détecter, à savoir qu'il arrive, parce que l'enfant ne peut pas se lever, il faut qu'il attende que les autres viennent l'aider. Donc, c'est ça que je trouve ça super intéressant, c'est que la maladie est présente, mais c'est pas la maladie, en fait, l'enfant n'est pas sa maladie. En même temps, l'enfant doit jongler avec sa maladie, puis toute la famille autour aussi. Donc, c'est excellent. Vraiment. C'est sûr qu'il y a un peu plus de texte. C'est pas comme un poème, mais je vous dirais que c'est comme ça marche un peu comme par 2 pages. Donc, il y a toujours comme un moment qui va nous raconter en particulier, avec quand même une bonne partie de texte, mais je trouve ça intéressant de donner la parole justement à cet enfant-là qui voit les choses différemment. Puis, avec l'espèce d'univers visuel un peu tout en collage de Virginie Heggar, qui peut des fois être un peu dérangeant, puis c'est tout à fait, parce qu'elle fonctionne avec des dessins continus, mais des parties du visage collées, ce qui fait que ça crée une espèce d'effet un peu difforme, mais elle fait ça c'est son style, en fait, c'est sa, pas sa plume, mais son trait, en fait, d'illustratrice. Et je trouve que dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que euh, c'est comme si ça rend tout le monde un peu particulier à cause de comment elle va les créer. Mais en même temps, c'est comme tout le monde est un peu comme ça, on a l'impression que finalement, personne, que oui, l'enfant est différent, mais peut-être pas tant que ça. Puis ça met aussi de l'avant le côté justement singulier de sa vie, parce que en plus, là, visuellement, son visage est particulier, les enfants, les autres aussi sont particuliers. Donc, ça souligne la singularité de leur vie. Puis peut-être justement de comment vivre avec la maladie, mais sans nécessairement que ce soit comme souligné à grands traits. En tout cas, je trouve qu'à la fois le texte, le sujet abordé, l'angle dans lequel il a été pris, c'est super poétique aussi. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas édulcoré, on a quand même des choses réelles. Puis en même temps, c'est comme super crédible que ce soit. C'est qu'un enfant pense comme ça, c'est crédible. Un enfant qui a cette maladie-là, qui a appris, comme je vous dis, à avancer peut-être un peu plus vite sur certaines choses au niveau maturité que d'autres, mais qui reste un enfant quand même pour certaines choses. Je trouve que pour moi, c'était complètement un coup de cœur, cet album-là. Donc, évidemment que c'est une réalité qui est différente, mais pourquoi pas justement la mettre entre toutes les mains parce que ça va peut-être, justement, des enfants qui vivent ça ou des familles qui vivent ça, ça va permettre d'avoir justement un livre où on se reconnaît peut-être un peu plus, on s'est un peu plus interpellé par la réalité de cette famille-là. Mais aussi pour ceux qui ne le vivent pas, ça peut tellement être intéressant de justement voir à quel point, à quoi ça ressemble. Puis c'est un album rempli d'espoir quand même, puis de lumière, puis c'est vraiment comme solaire comme album, mais comme je dis, sans effacer le fait que c'est, sans dire que tout est facile, mais c'est vraiment solaire. Donc, je trouve que c'est super intéressant justement d'apprendre un peu à voir de cette façon-là, justement, par le biais de la voix du personnage principal, du jeune personnage principal. Alors voilà, imaginez, j'avais comme presque oublié de vous en parler, donc finalement, bon, écoutez, je vais toujours bien avoir lu un livre, mais quel livre quand même? Donc, je suis pas en panne de lecture. C'est juste que là, bon, ben voilà. J'ai laissé mijoter cet album-là en moi. Puis bien, je reviens de toute façon dès que j'ai autre chose, mais sérieusement, ça vaut la peine. C'est Noël bientôt, encore une fois. Bon, une bonne petite suggestion à mettre potentiellement ben, dans un bon Noël, c'est un peu gros, mais peut-être sur le sapin, ou pour la famille, ou pour dans votre entourage, les enseignants qui veulent justement l'utiliser. C'est super intéressant, donc ben, n'hésitez pas. Allez, à tout de suite.
bonjour! Alors, je vous reprends rapidement en direct de la studio mobile, mais sans trépied parce que je n'avais pas nécessairement prévu vous parler aujourd'hui. Donc, on est mardi le 19 et je viens vous parler parce que j'ai finalement, enfin, choisi une lecture à commencer. J'ai une lecture audio, entre autres. Et finalement, après plusieurs essais ratés, je me suis rabattue sur le premier roman de Philippe Collin chez Albin Michel, donc Le barman du Ritz. On en a entendu beaucoup parler parce que c'est paru en Europe il y a un moment. C'est paru en septembre ici au Québec. Et c'est un roman qui est considéré comme ce qu'on appelle un roman de l'occupation. Donc, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale à Paris, pendant l'occupation par les Allemands. Et ça se passe particulièrement au cœur de l'hôtel Ritz et même, à la limite, plus spécifiquement, au bar du Ritz, où est-ce que le Ritz, en fait, a été mobilisé et a été utilisé par la Luftwaffe. Donc, c'est sûr que tout ce qui, officiellement, va passer dans ce bar-là, mais il va aussi avoir, pendant toute cette période-là, un espèce de mélange de genres, des gens de la Gestapo, des célébrités, des gens qui viennent là par curiosité et tout. Et c'est une espèce d'oasis qui va passer, qui va permettre ça alors que tout le reste est fermé. Donc, c'est vraiment comme ça accueille les officiers allemands. Bien, ils ont comme le droit, disons, d'avoir encore de l'alcool, de tenir en fait, de pouvoir accueillir des clients et tout. Et je trouvais que jusqu'à maintenant, ça s'avère être un point de vue peut-être que moi j'ai moins vu, un point de vue moins vu, un point de vue moins courant sur la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans l'occupation, mais à Paris. Donc, pas nécessairement en zone rurale ou pas à Paris occupation, mais des gens qui s'en vont faire la guerre. Mais c'est vraiment, on va suivre Frank Meyer, qui est un barman, qui est un Autrichien juif, mais qui veut pas, qui n'a jamais été, qui officiellement n'est pas juif, parce que son père avait décidé qu'il ne voulait pas que ça paraisse officiellement qu'il soit juif sur les papiers. Donc, un juif autrichien qui a quitté l'Autriche pour aller aux États-Unis et apprendre, juste partir à la découverte du nouveau monde. Et finalement, il est devenu barman, il a appris comment faire ça. Et qui est revenu, en fait, à Paris pour ouvrir un bar et qui se retrouve finalement à avoir tellement une bonne réputation, à être recruté par le Ritz et tout. Et qui se retrouve à être au cœur, justement, de cette institution-là qui est maintenue ouverte au bénéfice, en fait, de la Luftwaffe, donc des Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, alors que tout le monde manque de tout. Donc, on va suivre Frank Meyer sur 2 temporalités. Donc, la narration va alterner avec le réel, là, qui se passe en 1939, après ça, 1939, qui est narré par Frank Meyer, mais vraiment en principe un peu narrateur à la 3e personne, dans le fond, ou première personne. Je me souviens plus. Non, narrateur, pas un peu omniscient, mais quand même, on sent que c'est vraiment le point de vue de Frank Meyer. Et en parallèle de ça, on va avoir des extraits du journal de Frank Meyer, donc son journal un peu intime, et qui va nous relater en fait la partie du passé, parce que Frank Meyer est aussi quelqu'un qui, une fois qu'il est allé aux États-Unis, a fini par s'engager dans la Légion étrangère pendant la Première Guerre mondiale pour la combattre. Donc, on va apprendre un peu son passé, puis qui va avoir rencontré, puis qu'est-ce qui compose la personne qu'il est maintenant. Et Frank Meyer est un personnage qui a déjà existé, c'est un personnage historique. Donc, c'est un roman historique. Évidemment, c'est romancé dans le sens que c'est de la fiction, mais c'est quand même basé sur un personnage qui a déjà existé, puis sur certains faits ou certains extraits ou certaines archives qui sont réels et dont on s'est inspiré pour faire ce roman-là. Et c'est un premier roman pour l'auteur. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. C'est l'alternance des époques est intéressante. On sent que ça va se complexifier assez rapidement. Puis je trouve ça intéressant de voir justement le côté de... C'est pas quelqu'un qui s'est mis dans la résistance. En même temps, c'est peut-être... On peut le percevoir comme un collabo, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment le choix. Puis il semble avoir des opinions qui sont en partie complètement contre les Allemands. Mais en même temps, il aime le maréchal Pétain. Donc... En tout cas, bref. C'est une partie que je connais moins de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Puis je suis comme vraiment intéressée d'en apprendre plus. Donc voilà, je suis là-dedans. Donc sur ces bonnes paroles, avant que mon bras meure et que je vous donne mal au cœur parce que la caméra ne tient pas, je vais vous reprendre dès que je peux. Là, mais je vais juste au moins vous aviser vous informer de ce que je lisais. Alors allez, à tout bientôt! Et bonjour! Alors me revoici dans la studio mobile, sans trépied.
C'est la semaine de la spontanéité. Parce que, écoutez, j'ai découvert sur mon heure de repas une petite nouveauté en roman graphique québécois. Pour la jeunesse, c'est quand même assez peu courant, donc ça vaut la peine de le mentionner. Alors, c'est le livre aspirateur et c'est de Jocelyn Boisvert, illustré par Enzo aux éditions Michel Quintin. Et on va y retrouver Alice, qui va, en fait, qui aime beaucoup lire et qui va, je vais essayer de me tasser pour vous mettre un petit peu des images, donc qui aime beaucoup lire, qui va se plonger dans un livre. Mais je vois qu'elle se plonge dans un livre, il y a toujours des choses un petit peu particulières qui se passent. Puis là, cette fois-ci, elle va ouvrir le livre aspirateur, donc elle ne sait pas vraiment de quoi ça parle, et elle va se faire aspirer par le livre. Bon, OK, on peut s'en douter un petit peu. Mais là, elle va arriver dans ce livre-là, à la page 7. Puis on se rend compte qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont là. Ça semble être des lecteurs qui ont été aspirés par le livre, mais qui sont là depuis comme vraiment longtemps et sont coincés. Donc, ni une ni deux, Alice est une jeune fille très en mode solution. Puis elle essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle est comme, mais pourquoi vous n'allez pas à la fin du livre pour pouvoir sortir du livre? Il n'y a comme pas de raison pourquoi vous devez rester ici. Puis tout le monde est comme, non, mais il y a un dragon! Puis là, à la prochaine page, puis blablabla. Donc, Alice décide de constater le tout par elle-même et lève le coin de la page. Oui, le coin de la page qu'on regarde, n'est-ce pas? Donc, on sent ici déjà que ça perce le quatrième mur. Et il va surgir un dragon. Donc, par la suite, évidemment, on va suivre Alice et toute la bande de lecteurs essayer tant bien que mal de sortir du livre malgré la présence du dragon. Il va y avoir plein de péripéties. Ils vont essayer de trouver des solutions, mais qui ne vont pas toujours être vraiment efficaces. Et bien entendu, ils vont apprendre à se connaître un peu et surtout à mieux connaître le dragon. Et on va finir par comprendre comment ça se fait que le dragon est là. Puis comment ça se fait que le dragon attaque les lecteurs alors qu'il serait censé peut-être plutôt les laisser sortir du livre parce que techniquement, il dit au lecteur, mais arrêtez, sortez de mon livre, c'est mon livre, je veux pas que vous soyez là. Puis les gens sont comme, oui, mais on veut sortir, mais tu nous bloques le chemin. Donc, voilà. Alors, super intéressant. Une approche, donc briser le quatrième mur, que les personnages de fiction interagissent avec l'objet livre en tant que tel, dans le sens que, on ne demande pas au lecteur de secouer le livre ou de s'approcher ou tout ça, mais on voit vraiment les personnages qui interviennent dans le cadre auquel actuellement ils n'ont pas accès, puisqu'ils sont comme enfermés ailleurs que dans ce cadre-là. Donc ça, c'est super intéressant, cette dynamique-là. Et c'est quelque chose qui est peu fait pour les romans graphiques, pour ce public-là. Je dirais que c'est du 7-9 ans peut-être. Je trouve ça intéressant qu'on l'ose. La seule autre personne que j'ai connue qui l'a fait pour les adultes, c'est Jean-Paul Hyde avec le trou, le grand trou, je ne sais pas trop, je vais vous mettre une vignette, là, une petite vignette. C'est encore un peu ce principe-là. Dans ce cas-là, il y avait un trou dans le livre, puis les personnages avaient conscience du fait que dans l'objet livre, il y avait un trou, donc ils l'utilisaient pour ça. Puis dans cette BD-là, un roman graphique-là, on va aussi l'utiliser. Donc, il va y avoir des allers-retours dans les pages. Donc, stressez-vous pas si la pagination n'est pas la bonne, c'est normal. Ça fait partie de l'aventure des personnages. Donc, ça, c'est super intéressant. Le personnage d'Alice, c'est vraiment intéressant. C'est un personnage qui est très aventurier, qui est très leader. Les personnages qui sont là, les autres lecteurs, sont un peu comme là pour meubler un peu le restant de l'histoire. Là, je vous dirais que c'est pas très développé, leur personnage. Puis, donc ça, j'ai aimé ça beaucoup, le personnage d'Alice. J'ai aimé beaucoup l'interaction avec les lecteurs, la déconstruction, en fait, de la scénarisation visuelle. La seule chose, le petit bémol que j'ai eu, donc j'ai passé un bon moment. Le petit bémol que j'ai eu, c'est comme il y a plusieurs personnages qui vont parler en même temps, il y a plusieurs phylactères. C'est toujours par double page, en fait, ça fonctionne. Il y a plusieurs phylactères, puis la priorisation de lecture pour les phylactères n'est pas toujours évidente. On ne sait pas s'il faut qu'on parte le plus haut de la page gauche, la page de gauche en descendant, puis après ça, recommencer au plus haut de la page de droite, ou s'il faut qu'on aille toujours au plus haut sur les doubles pages. On dirait que c'est comme pas tout à fait clair. Bon, moi, je suis une adulte, puis j'ai réussi à le faire, mais je me suis juste demandé si le public cible allait le faire, parce qu'en fait, il y a des informations qui font partie comme de la narration principale, qui sont souvent dites par, évidemment, Alice, le dragon, peut-être des personnages secondaires. Puis le restant, c'est juste des commentaires. Donc, c'est les lecteurs qui sont là, qui commentent la réalité. Donc, c'est super drôle. Mais c'est sûr que si on lit tout ça d'un coup, ça se peut que ça fasse comme aucun sens. Donc, il y a peut-être ça que j'ai trouvé qui était peut-être pas tout à fait assez bien
préciser. Mais si jamais vous avez des enfants qui le lisent, vous me direz, peut-être que pour eux autres, ça va être super clair puis ils vont avoir compris. Mais juste pour le fun, vous lirez si jamais vous avez la chance, puis vous me direz si c'est pour vous, ça a été un problème. Ça me fait un peu penser à, voyez-vous, un exemple qui fonctionne de ce genre de personnages multiples-là qui parlent tous en même temps, c'est dans la super bonne série, si vous n'avez jamais découvert ça, ça vaut la peine, les Kikwa. Donc, où on a une bande d'amis qui va aussi interagir avec le livre objet parce qu'ils vont juste pouvoir avancer parce que un des membres de leur bande est une dessinatrice, puis elle dessine des choses, puis c'est ça qui leur permet de comme évoluer dans l'histoire d'une page à l'autre. Puis il y a toujours plein de monde qui va parler en même temps. Mais dans celle-là, ça va vraiment être le principe. C'est souvent sur des doubles pages aussi. Puis c'est toujours comme le phylactère le plus haut. Donc, on a vraiment une hiérarchisation en hauteur. Pourtant, c'est pas nécessairement ordonné, mais on comprend rapidement à quelle bulle on doit prioriser, quel phylactère on doit prioriser pour comprendre bien. Dans celle-là, je pense que, ben, je sais pas, peut-être que c'est moi, mais moi, je me suis un peu moins retrouvée. Donc, mais quand même, belle audace pour ce roman graphique-là. Puis, c'est vraiment pour un jeune public. Donc, tu sais, j'ai dit 7-9, mais peut-être même que c'est plus comme 6-8, je dirais. Parce que, tu sais, l'histoire est quand même assez simple. On est quand même dans un genre de structure un peu répétitive. Donc, c'est un peu comme pour les premiers lecteurs. Puis, peut-être ceux qui ont encore envie de s'amuser un petit peu après. Mais peut-être qu'après ça va devenir un petit peu trop simpliste, peut-être pour les plus vieux. Cela dit, à mon avis, comme il y a encore souvent des jeunes du primaire qui vont lire des BD qui sont plus jeunes, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous essayez de le suggérer à quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui est un peu fragile sur qu'est-ce qui est bébé ou pas, ben peut-être que ça serait mieux de le proposer à partir de 6 ans, je dirais. Puis peut-être pas trop miser sur le 10 ans, là, à moins que vous sachiez vraiment que la personne à qui vous l'offrez, c'est quelqu'un qui aime ça, justement, revenir un peu dans des choses qui sont un petit peu plus évidentes et tout ça. Donc, voilà pour ma lecture de la pause midi. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais poursuivre ma journée. Puis, je vous reprends quand je peux. À l'audio. Je suis toujours dans Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Je n'ai pas beaucoup avancé, donc je ne pourrais pas plus vous en parler que ça dans ce vlog. Bonjour, alors on se retrouve en ce vendredi matin. Comme toujours, avant le boulot, post-douche, post-course, cheveux, n'est-ce pas? Bon, alors écoutez, j'ai un défi parce que finalement, j'ai réussi à lire aussi plusieurs autres albums jeunesse, en fait, dans la fin de mon repas. Je les ai laissés avant, mais finalement, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et ben, je vais en parler assez rapidement. J'ai 2 lectures nouveautés québécoises, puis 2 lectures éditeurs européens. Et ben, je vais vous en parler assez rapidement pour pas que ça prenne tout le vlog, mais c'était vraiment des belles découvertes. Alors, tout d'abord, j'ai lu un livre qui s'appelle Si tu épuises tous tes mots. Et c'est de Felicitas Sala et Luba Markovskaya. C'est chez La Pastèque. Et c'est une super chouette histoire, en fait, entre un père et sa fille. Ça se passe avant le dodo. Et la prémisse, c'est bon, le père, on voit qu'il est sur son téléphone, il n'y a pas trop l'attention de la fillette. Puis la fillette dit, mais papa, qu'est-ce qui va arriver si un jour tu épuises tes mots? Parce que dans le fond, on comprend que son père, c'est un grand raconteur et tout ça. Et puis là, ben, dans le fond, il dit, bon, ben, si j'épuise mes mots, je vais aller chercher, je vais aller en chercher d'autres. Puis là, elle dit, oui, mais si jamais tu te perds en chemin. Puis dans le fond, on voit que c'est un enchaînement de questions de et si, pour évidemment avoir une belle petite boucle à la fin qui nous fait comprendre qu'en fait, il va toujours avoir les mots qu'il faut pour elle. Donc, ça a l'air un peu, tu sais, quand je le dis comme ça fait un petit peu comme ronronnement bienveillant, mais c'est super cute. Les illustrations sont vraiment chouettes, sont assez audacieuses en fait, je dirais, sont comme plus éclatées, on est vraiment dans l'imaginaire, mais je trouve que ça rend tellement bien cette espèce de structure répétitive-là, cette espèce de cercle pré-dodo, ça rend vraiment bien à la fois comme le besoin d'attention puis l'attachement de la petite fille à son père et inversement. Mais aussi tous les chemins qu'elle va prendre puis comment l'enfance n'a pas peur de sortir des sentiers battus, mais aussi des fois d'avoir des grandes inquiétudes parce qu'on sent quand même que
c'est basé sur le fait de est-ce qu'un jour tu t'occuperas plus de moi ou tu n'auras plus rien à me dire. Donc, je trouve que tout ça a réussi à passer, mais quand même dans un album qui est comme super lumineux, super joyeux, puis qui est vraiment, vraiment touchant. Donc, ça, très, très, très mignon. Si tu épuises tous tes mots de c'est chez La Pastèque. Sinon, dans un autre ordre d'idées, je vais faire des alternances. Tiens, ça, c'est une littérature québécoise. Après ça, je vais aller dans un livre d'éditeur européen et c'est une découverte que j'ai vu passer sur Bookstagram parce que je suis une des créatrices, les petits papiers de Léna, je pense, je vais vous mettre le lien. Et c'est un album qu'elle a fait. Donc, c'est Léna, je sais pas si c'est Léna Maucourt-Pelos et Antoine Maucourt-Pelos qui ont fait cet album-là. Ça s'appelle Poil et Plumes et c'est chez Ozu. Puis ça, encore une fois, c'était super. C'est vraiment un album encore plus pour les plus jeunes. Donc, le premier que je vous ai dit, c'est quand même pour les plus jeunes. Pour les plumes, même chose. On va suivre, dans le fond, un chien qui a été abandonné par ses maîtres. Donc, ça part un peu triste, mais puis, dans le fond, il vit depuis ce temps-là dans la forêt, puis il a appris à comme tu sais, c'est un gros chien poilu, là, donc poilu. Puis après, un peu à se défendre, puis à entrer en contact avec les gens dans la forêt, à trouver de quoi se manger, à se protéger et tout. Puis quand même bien heureux là-dedans, malgré tout, malgré le fait que, bon, dans le fond, au départ, il y avait une famille. Et un jour, alors qu'il part en quête, il va trouver dans une canne de conserve un petit bébé Hermine. Puis là, attention, si vous lisez cet album-là, vous allez vouloir avoir un petit bébé Hermine avec vous, c'est trop mignon, qui est là, qui a l'air d'être abandonné. Et il va décider d'en prendre soin, puis c'est ça, dans le fond, qu'ils puissent vivre ensemble. Puis éventuellement, il va finir comme être un petit peu toute petite, toute virevoltante, il va finir par la nommer Plume. Et bon, ça va être leur quotidien dans la forêt, comment il est toujours en mode protection pour elle, lui apporte la nourriture, il la protège des méchants hiboux pendant la nuit et tout. Et éventuellement, l'hiver va arriver et Hermine va changer de pelage parce qu'elle va devenir blanche pour l'hiver. Et éventuellement, dans le fond, les rôles vont s'inverser, c'est-à-dire que l'espèce d'amitié qu'il y a entre ces deux-là, qui est une amitié un peu plus protectrice du côté du chien, va faire en sorte que Plume va pouvoir aussi avoir ce rôle-là, parce qu'elle, l'hiver, elle est blanche, donc sur la neige, on la voit pas, donc elle est beaucoup plus, est beaucoup moins en danger, en fait, que le chien qui est brun, donc pendant l'hiver. Donc, c'est tout doux. Les illustrations sont vraiment chouettes, des beaux gros paysages, des expressions super attachantes des visages des deux personnages principaux, donc le chien et l'hermine. On a envie de la relire encore. C'est vraiment une petite aventure, comme je vous dis, avec des péripéties, évidemment, qui se retrouvent dans la forêt. Donc, à la fois, on apprend aussi un peu à découvrir le quotidien dans la nature, mais c'est surtout une histoire d'amitié indéfectible. Donc, tout doux, une lecture toute douce, vraiment super découverte. Puis ça tombe vraiment bien pour Noël, en fait. Je vous dirais, là, si jamais vous voulez, là, c'est tout juste paru, je pense. Non, c'est paru au début de l'automne chez Ozu au Québec, donc c'est encore disponible en librairie, donc je vous dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un grand format. Fait qu'encore une fois, je propose souvent des suggestions de lecture, mais ça rentre pas dans un bon Noël. Fait que, je sais pas, arrangez ça comme vous voulez. Sinon, on va revenir à un album d'un éditeur québécois. Donc, c'est un opus de la comédienne Catherine Trudeau qui s'est lancée aussi, qui est maintenant rendue autrice depuis un moment, et qui là se lance dans les albums jeunesse. Et ça s'appelle La Tasse de Gilles. C'est de Catherine Trudeau et, c'est ça, c'est Kin Leng. C'est une illustratrice que j'adore et c'est chez La Pastèque toujours. Bon, ok, je suis un peu vendue pastèque, mais c'est la vie. Alors, on va y retrouver. On va suivre, dans le fond, une petite fille qui nous raconte les souvenirs de quand elle était petite, elle avait une tasse. Et en fait, c'est que son oncle, c'était un potier. Donc, il faisait de la céramique et tout, puis il faisait plein de choses, des théières, des tasses, puis il en avait fait une juste pour elle. Puis il avait même écrit une petite inscription en dessous pour lui rappeler que c'était de lui. Puis on va comme voir, dans le fond, cette jeune fille-là, puis dire qu'à un moment donné, cet oncle-là va avoir disparu. Puis on va la voir après ça plus vieille, grandir, mais toujours avec sa tasse. Et puis, en fait, ça parle vraiment comme du deuil d'un être cher, mais de comment, par le biais de sa tasse, par le biais de d'autres choses aussi qu'elle a dans sa maison, des beaux pots de fleurs que son oncle avait fait, puis même une théière qui finalement s'est cassée puis qu'elle n'a pas pu garder, comment elle peut garder en mémoire, en fait, cet oncle-là qui faisait une grande partie, qui faisait partie de la famille, puis qui faisait en sorte que la famille était comme toute ensemble, qui se tenait ensemble, comment on peut garder ça dans notre cœur par le biais de ces belles réalisations-là, en fait. Donc, tu sais, c'est une espèce, évidemment,
d'analogie, mais c'est vraiment une ode à la famille, aux liens, pas fraternels, mais familiaux, aux liens familiaux proches, au pouvoir de la mémoire lorsqu'on a un deuil. Puis c'est pas non plus de la mémoire, je m'enferme là-dedans, je veux pas que personne touche à la tâche, à la tasse, absolument pas. C'est ce que j'ai aimé, c'est que ces objets-là font partie du quotidien, donc ils sont pas comme sur une étagère, on les touche pas. Justement, c'est comme si c'est une façon de porter l'être disparu avec nous dans le quotidien. Puis en même temps, des fois, il arrive des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme justement la fameuse théière, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne a disparu en nous. Donc, j'ai trouvé ça super, une petite histoire toute douce. On est vraiment dans la simplicité, la spontanéité. On suit quand même le personnage sur une grande période de temps. C'est un petit peu plus comme un album. C'est doux et un petit peu philosophique. Puis les illustrations de Kin Lang, j'ai rien à dire, mais c'est toujours c'est tout tendre. Ses prises de vue sont excellentes. La composition, quand ça commence, on voit vraiment comme 4 carreaux avec la tasse. En tout cas, elle a toujours une composition qui est tellement intéressante, composition graphique. Ça fait d'ailleurs un peu penser à la composition de Shantan, qui est un BDiste plutôt. Puis elle est toujours tout en texture, puis en... c'est pas des délavés, mais ça fait que c'est comme un peu feutré, en fait, ces illustrations. Puis là, c'est vraiment adéquat, tout à fait parfait. On passe des souvenirs au présent. En même temps, il y a une grande sensibilité. Puis ça, vraiment, ces deux-là ensemble, je trouve que c'est un super duo. Un duo de choc. Puis j'espère qu'ils vont continuer à travailler ensemble parce que c'est vraiment une belle découverte, une belle association. Je pense que à la fois les mots de Catherine Trudeau potentiellement nourrissent la créativité de Kin Lang et inversement, l'univers que Kin Lang a créé, dans le fond, font justement se déployer complètement l'histoire de Catherine Trudeau. Donc voilà, encore un petit coup de cœur. Et finalement, j'ai découvert une espèce de puce un peu particulier que j'avais vu passer encore une fois sur Booktube. Beaucoup de gens ont eu des coups de cœur. Puis là, j'étais comme un peu intriguée. Puis je me suis rendu compte que c'était disponible maintenant au Québec. Donc, j'étais vraiment contente. C'est des formats particuliers. C'est présenté comme un roman, mais je dirais que c'est de la fiction illustrée. C'est comme un genre de... un album long avec des illustrations puis du texte. Mais il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, pour moi, c'est plus comme un album long ou un album pour les grands, mais sinon, vous pouvez le voir comme un premier roman très illustré. Et ça s'appelle L'étoile de mots. Je vais prononcer ça tout croche, mais je crois que c'est de Yenju Choi et Elvire Ball. Donc, je ne sais pas, Elvire Ball, ça doit être la traduction. Ouais, non. Donc, Choi Yenju, je ne sais pas si on dit son nom dans l'un sens ou de l'autre. Je ne suis pas connaisseur. Si jamais vous voulez me le dire, dites-le en commentaire, il n'y a pas de problème. Je ne connais pas vraiment bien dans quel ordre on doit le dire. Puis l'autre, en fait, l'autre dame, c'est la traductrice. Alors, on va retrouver Mo, qui est un chat. Un chat qui est comme le mien, en fait, parce que un chat avec un pelage tuxedo, donc blanc et noir, qui est dans sa famille et qui, à un moment donné, un soir, bon, n'arrive pas trop à s'endormir, tourne, tourne, tourne. Puis, à un moment donné, il va voir comme une genre de lueur, puis ça va être comme, pour lui, une espèce de lueur souriante. Puis ça va être devenu de dehors, puis c'est pas trop d'où ça vient. Puis là, il va se dire, mais voyons, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis, sur un coup de tête, il va partir à sa recherche en plein milieu de la nuit parce qu'il s'endort pas. Il va laisser un petit mot à sa famille pour dire qu'il est parti chercher une lumière dehors. Et là, il va s'en sortir, mais évidemment, il est parti comme avec genre un foulard, puis pas grand-chose d'autre. Fait que, au fur et à mesure de sa quête, il va rencontrer des gens dans la forêt, un écureuil, différents animaux qui vont tous lui demander, ben, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il va leur raconter la quête. Puis là, on voit aussi que c'est des animaux qui se préparent pour l'hiver. Donc, des écureuils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis là, ils vont tous lui donner des conseils. Donc, ben là, il faudrait que tu te prépares un peu. Puis pourquoi tu n'apportes pas ça justement avec toi? Puis là, ils vont donner des petites choses pour le préparer. Puis à chaque fois qu'il va lui parler de cette quête-là, il va dire, ben, je vais essayer de continuer dans la forêt. Puis ils vont dire, ouh, la forêt, il y a un ours dans la forêt, c'est terrible. Fait que ça va aller comme ça, de rencontre en rencontre. Puis, éventuellement, ben, il va se rendre dans la forêt. Et éventuellement, il va rencontrer l'ours. Puis je vous en dirai pas plus, mais c'est tellement beau, c'est tout doux. C'est vraiment je dirais, une tranche de vie bienveillante. Avec vraiment, peut-être à l'arrière, un petit message de, ben dans le fond, être à l'affût de peut-être des choses que d'autres personnes n'ont pas percevoir, puis toujours voir au-delà un peu des apparences, donc vous voyez un peu venir, mais c'est un tout petit format, c'est super beau, c'est vraiment comme, on est dans des illustrations où il y a beaucoup de blanc autour, mais la partie illustrée est comme tout en petits fins détails, on sent que c'est des traits vraiment un peu comme rapidographes avec, je pense que c'est de l'aquarelle, je suis pas certaine, puis on se laisse porter par ça, puis il n'y a pas de
oui, il y a un rebondissement à la fin, puis il y a plusieurs rencontres, mais encore une fois, c'est une structure répétitive, mais ça fait vraiment du bien de juste se promener là-dedans, de suivre le fameux mot, le chat, puis de découvrir avec lui la forêt, la nature, puis finalement, qu'est-ce qui lie tout ce monde-là ensemble. Puis faites-vous-en pas, là, la famille de mots va entendre parler de lui, là, donc ça finit bien. Mais j'ai trouvé ça vraiment super tendre, puis c'est vraiment une belle découverte. Bon, évidemment, ici, c'est publié chez Helium, des petits formats comme ça, c'est toujours un peu cher chez Helium, mais si jamais vous avez la chance, peut-être que votre bibliothèque va l'avoir acheté ou juste de le feuilleter, au moins voir à quoi ça ressemble en librairie, je vous dirais que ça, par contre, c'est un format Bonne Noël. Donc, tout ça, là, je vous dirais là, que je vous le recommande. Les 4 titres que j'ai vus ou dont je vous ai parlé là, c'est 4 titres que je vous recommande pour le temps des fêtes. Mais autant pour vous. L'étoile de mots, ça n'a pas d'âge. Je pense qu'un tout petit peut y trouver son compte, puis un adulte aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Alors voilà, j'ai fait un super long segment, même si je voulais me dépêcher. Et j'espère que ça vous a plu, ces petites suggestions-là. Je suis encore dans ma lecture de ma fameuse lecture audio de la semaine, finalement, le Barman du Ritz de Philippe Collin. Puis ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais la terminer, puis je vais vous faire un tout petit topo, puis je vais faire encore clore le vlog ensuite. Puis je dis toujours tout petit, mais à mon avis, il va encore être long. Là, je vais essayer de m'arranger un peu mieux pour mes durées. Mais donc, je vous reviens simplement pour la conclusion du vlog, puis pour vous parler de ma fameuse lecture en cours. Allez, à tout de suite! Et bonjour, alors me revoici post-boulot. On est samedi après-midi. Je suis encore pleine de microbes. Je sais pas, je m'en sors pas, décidément. Mais j'ai terminé la fameuse lecture audio que j'avais. Donc, ma lecture audio de la semaine, qui était Le Barman du Ritz de Philippe Collin chez Albin Michel, mais que j'ai écouté en version audio. Ça a été fort intéressant. Je pense pas que ça a été un coup de cœur, mais ça m'a vraiment intéressée, puis fascinée, puis confrontée jusqu'au bout. Comme je vous l'avais présenté, ça n'a pas trop bougé, donc on va vraiment suivre toute la période de l'occupation de Paris. Donc, mais comme au sein de l'équipe du Ritz, et particulièrement selon la vision de Frank Meyer, qui est le barman du Ritz. Et on va en fait, comme je vous disais, avancer autant dans les narrations en temps réel que dans les extraits de son journal. C'est plus ses pensées intimes qui vont arriver là, mais en même temps, le narrateur omniscient, qui sont les points de vue qui se passent vraiment dans le réel, on a quand même beaucoup accès à son intériorité. Les choses vont prendre l'ampleur, des liens vont on va réaliser qu'il y a des liens forts entre Frank Meyer et certains des personnages secondaires. Ce qui va être majeur, en fait, c'est que ce qui est confrontant aussi, c'est comme je vous disais, ça reste que Frank Meyer était quand même quelqu'un qui aimait beaucoup le maréchal Pétain parce qu'il l'avait connu comme maréchal, en fait, comme supérieur hiérarchique pendant la Première Guerre mondiale. Puis je pense qu'il était resté avec cette espèce d'idée-là de le maréchal Pétain qui veut sauver la France et tout. Puis évidemment, il va avoir tout d'abord cette relation-là à Pétain, puis l'espèce de confiance qu'il y a, qui va éventuellement, au fur et à mesure de l'occupation, s'effriter en regard des décisions qui vont être prises ou pas prises, ou enfin bref, les choses qui vont être laissées aller par le maréchal Pétain, comment en fait l'occupant va justement prendre la place. Puis ça va vraiment être un drôle de... C'est vraiment l'occupation vue de l'intérieur, mais vue vraiment de l'intérieur d'un endroit où c'est faste et que ça reste faste parce qu'ils vont accueillir dans le fond l'occupant. Puis, à la fois, on va voir des personnages qui vont être tentés très humainement, mais en même temps, très humainement dans le sens parce qu'ils sont faillibles, mais c'est peut-être pas toujours humain dans le sens qu'ils vont potentiellement collaborer puis faire des gains là-dessus. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que Frank Meyer, c'est un éternel incertain. Dans le sens, pas un incertain, mais il va douter tout le long, en fait, de qui il est. Parce que ça reste quand même un Autrichien qui s'est exilé parce qu'il avait comme un peu honte de son passé de comme paysan un peu en Autriche, qui est allé à New York pour se trouver un peu, qui est devenu barman, qui n'a jamais dit à personne qu'il savait qu'il était juif parce que dans ses papiers, ça apparaissait pas nulle part. Puis, il y a quelque chose en lui, c'est comme s'il avait toujours un peu fui, il avait toujours été un peu comme en cavale. Puis là, il va être confronté vraiment à ses valeurs intrinsèques. Donc, oui, c'est sûr qu'au Ritz, il va faire le choix de rester. Donc, c'est pas, quand je disais qu'il n'y a pas le choix, on a toujours le choix, vous allez me dire, mais il va faire le choix de rester pour diverses raisons, des raisons personnelles, des raisons
que l'extérieur pourrait trouver valable, mais aussi des raisons qui étaient plus qui relèvent plus de l'émotion. Donc, il faut avoir une personne à qui il va être très attaché, qui malheureusement est déjà marié à quelqu'un d'autre, mais pour qui il se sent comme incapable, en fait, de qui il se sent incapable de se séparer. Ça va aussi peser dans la balance des décisions qu'il va prendre, c'est-à-dire de rester dans l'équipe du Hitz, de continuer à servir, peu importe qui est là, que ce soit dans le fond des Français ou l'occupant qui était allemand à l'époque. Il va éventuellement aussi être tenté par, tu sais, tout le monde est tenté par des petites magouilles, essayer de faire un peu d'argent en dessous et tout, puis il va rester relativement droit dans ces moments-là, mais en même temps, il va aussi être tenté de prendre le, entre guillemets, mauvais chemin. Il y a des fois, il va aider des gens, il y a des fois, il va se trouver lâche d'avoir rien fait. Puis, c'est pas un héros, dans le fond, Frank Meyer. C'est vraiment l'histoire d'un anti-héros, mais pas dans le sens que c'est quelqu'un de mauvais fondamentalement. Mais en même temps, il est quand même resté 4 ans dans l'équipe du Hitz à servir l'occupant. Donc, aux yeux, dans le fond, des Français, quand l'occupation a été finalement levée, parce que les Alliés ont fini par libérer Paris, ben, il était quand même un collabo. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ça amène vraiment le lecteur à se poser la question de se dire, tu sais, où commence le jugement sans jugement, où commence l'espèce de, ben c'est sûr que tu étais là, donc tu es un collabo. On se rend compte en fait que rien est blanc ou noir, tout est gris dans cette période-là. Que ce soit du côté de ceux qui vont résister, de ceux qui résistent moins bien, de ceux qui collaborent des fois, puis d'autres fois non, de l'occupant qui n'est pas non plus un bloc complètement homogène de personnes qui, dans le fond, veulent absolument éradiquer en fait l'esprit français et tout. Il y en a, mais il y a aussi des Français qui sont en mode justement dénonciation pour, dans le fond, puis qui sont pro-allemands. Donc, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on peut s'attacher à un personnage, ce personnage-là, il finit toujours par avoir des réactions qui ne sont pas nécessairement en phase avec peut-être les valeurs qui sont acceptables. En même temps, on comprend toujours le contexte qui est autour. En même temps, on se dit, ben, est-ce que le fait que je comprenne le contexte, est-ce que ça excuse une situation? Puis là, on dit, est-ce qu'il faut qu'on juge en bloc tous les gens qui ont collaboré? Est-ce que tous les gens qui collaborent ont collaboré pour les mêmes genres de raisons qui sont toutes mauvaises ou non? Bref, c'est vraiment super intéressant. Évidemment, là, je peux dire ça parce que je suis en sécurité en 2024, puis on s'entend, là, il y a aussi tout ce contexte-là, mais je trouve ça intéressant. Ça m'a vraiment permis de voir ça. Le côté aussi, c'est peut-être moins politique, mais c'est plus stratégique. C'est vraiment la stratégie, mais au sein de les endroits, dans le fond, qui étaient occupés, mais qui devaient cohabiter avec l'occupant, puis qui ont comme pris un peu le parti de, oui, collaborer en partie pour survivre, puis aussi d'avoir avec leur conscience. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas sans conséquence. Il y a des personnages qui vont faire ça, puis qui vont pas bien vivre cette situation-là. Donc, au bout du compte, ça a quand même un impact. Ils ont pris une décision qui était peut-être de l'extérieur, une décision de collabo, mais finalement, au bout du compte, ils payent. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont passer à travers ça, qui vont être opportunistes, qui vont être allés d'un côté, de l'autre, et puis qui vont toujours s'en sortir, puis que tout le destin va passer sur leur dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. J'ai vraiment beaucoup aimé, justement, c'est ça, l'espèce de palette de personnages, puis le côté très grisaille et faille qui était mis de l'avant. C'est comme je vous dis, c'est spécial d'apprécier un livre dont on n'est pas nécessaire. Je me suis pas tant attachée au personnage, je me suis pas tant identifiée à Frank Meyer, mais je me suis identifiée. Excusez, je pense que j'ai interpellé ma montre. J'ai interpellé Siri sans faire exprès. Je me suis quand même identifiée à ses questionnements, à son doute. Fait que je pense que pour ça, c'est réussi. Puis je pense que c'est vraiment un roman du doute. Ceux qui sont au centre de ce roman-là, donc les personnages qui sont plus vraiment, qu'on va suivre un petit peu plus, c'est des gens qui vont prendre des décisions, qui vont prendre des décisions des fois qu'on va pas nécessairement comprendre, puis des décisions qu'on va se dire « Ah, mais dans le fond, c'est des gentils, entre guillemets ». Puis finalement, on va les voir douter. On les voit douter d'eux-mêmes, on les voit se chercher, on les voit hésiter, on les voit s'en vouloir. Puis en aucun cas, ça excuse quoi que ce soit, mais c'est vraiment particulier. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment comme de voir l'occupation, dans le fond,
dans un milieu qui était vraiment nanti, donc on n'est pas dans les gens qui meurent de faim, on est vraiment dans une autre partie. Mais en même temps, le danger est quand même là. Les rafles peuvent quand même être là. Puis c'est là qu'on voit la vraie nature de l'humain qui est en avant de nous. Puis cet humain-là, en fait, sa vraie nature, on va la voir, puis ça n'a aucun rapport avec son origine. Donc, que ce soit un Français ou un Allemand, ou que ce soit un Juif ou un non-Juif, ou peu importe la religion, en fait, finalement, on va se rendre compte que on va vraiment voir la réaction des gens dans des situations comme ça extrêmes, puis ça n'a vraiment pas, c'est pas des blocs monolithiques. Bon, on sait tous ça, mais là, c'est vraiment un roman qui met de l'avant ça, puis c'est comme, ça rend pas nécessairement à l'aise, mais c'est très, très bien fait. Puis tu sais, c'est un premier roman. De ce que j'ai compris avec la note à la fin, c'est que ça y a pris 7 ans pour l'écrire. Il a vraiment fait des grandes recherches. À la fin, il y a même une annexe qui nous donne un peu comme la suite de la vie des personnages qui sont des personnages historiques qui sont utilisés aussi dans ce roman-là. Oui, c'est encore très proche pour moi. Je suis super contente de l'avoir lu. C'est une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que je pense que j'ai pas eu l'attachement nécessaire, mais je sais pas si c'est un livre auquel on peut vraiment s'attacher. Mais j'ai été émue des bouts, mais peut-être pas tant que ça. C'est peut-être juste ça qui m'a manqué. La grisaille était là, le doute était là, la tension était un peu là, mais pas tant que ça. Puis, il y a des moments, dans le fond, où on avait l'impression qu'il allait avoir un climax d'émotion, mais finalement, non. Sauf que c'est peut-être pas involontaire dans le sens où, cela dit, ça reste que dans la vraie vie, il n'y a pas des gros climax comme ça de cinéma. Puis, il n'y a pas des moments précis où on va laisser le temps à la personne de s'émouvoir. Dans la vraie vie, il y a des décisions qui se prennent rapidement. Il y a des bonnes et des mauvaises décisions qui se prennent rapidement. Il y a des départs pour lesquels on va jamais avoir, dont on va jamais guérir, des départs qu'on comprendra jamais, puis pour lesquels on n'aura jamais justement la conclusion, pour pas boucler la boucle de ce départ-là. Donc, ça m'a vraiment intéressé. Si jamais ça vous le dit, c'est quand même, c'est peut-être pas, je pense que c'est 400 pages, je me souviens plus c'est combien de pages en livre papier, puisque je l'ai finalement pas lu en livre papier, je l'ai juste écouté en audio. Mais c'est intéressant de découvrir ce point de vue-là. Puis, je sais pas, moi, j'ai pas vécu non plus en Europe, je sais pas d'un point de vue historique, mais tu sais, c'est vraiment fondé sur beaucoup de recherches historiques. Puis, c'est vraiment pas fondé sur la démonisation d'un ou l'autre des grandes nations, l'une ou l'autre des grandes nations qui sont comme opposées à ce moment-là. C'est plutôt la révélation de la nature complètement insaisissable par moment et de l'âme humaine, puis comme quoi la vie n'est pas juste finalement. T'sais, comme les choses finissent pas toujours dans le bon sens, puis même si on connaît finalement la fin de cette entre guillemets histoire-là avec un grand H, bien évidemment quand t'es dedans, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer, puis tes décisions, tu vas les prendre jusqu'à la dernière seconde avant que quoi que ce soit se passe, puis qu'après ça, tu vas quand même devoir continuer ta vie avec toutes les décisions que tu as prises dans ta tête, puis dans ton âme, puis c'est là que tu vas vraiment voir si tu as pris les bonnes ou les mauvaises décisions, ou peu importe, ou si tu es capable de vivre avec toi-même. Puis il y a des gens qui vont avoir la chance de jamais avoir à se poser ces questions-là parce que c'est pas des gens qui font de l'introspection. Fait que, ben voilà. Je sais pas trop, c'est peut-être pas clair, mais ça m'a marqué, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai pas les mots. Quand j'ai pas les mots, habituellement, c'est parce que ça m'a marqué. Donc, très heureuse d'avoir découvert ce titre-là. Puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu ce vlog-ci. Une grande lecture, une grosse foison encore d'albums jeunesse. Si jamais il y en a là-dedans que vous avez lu ou que vous voulez lire, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou dites-moi si vous avez déjà lu le Philippe Collin. Si c'est le cas, comment vous avez perçu ça? Peut-être que vous avez des bagages qui sont différents des miens puis que pour vous, ça a teinté aussi votre réception de ce livre-là. Donc, ça va me faire plaisir de vous lire en commentaire si jamais. Puis, ben, nous, de toute façon, jusqu'à ce qu'on se revoit, ben, évidemment, j'espère que vous allez avoir des belles lectures. Puis, on se dit à la prochaine, comme toujours.